je dis à tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes être écrivain, être artiste, c'est une force. Il faut vraiment vous réaliser si vous avez cette chance-là. Voilà. Et pas vous arrêter à des refus. C'est arrivé à des gens très célèbres. C'est même arrivé à Arthur Rimbaud, puisque la seule œuvre qu'il a auto-éditée, et ben en fait, personne ne l'a regardée. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas courir après la célébrité. Ce qui compte, c'est de donner. Aujourd'hui, on va parler de vos actualités. Oui. Les tragédies silencieuses qui sont sorties cet automne, Ondine qui sort au printemps, et on va avoir Rimbaud. Oui, Rimbaud, je pense que mon essai sur Rimbaud sera terminé, je pense, dans à peu près 6 mois. Vous avez beaucoup travaillé alors, ces dernières années, mais encore plus ces derniers mois. Est-ce que vous dormez, Liliane? Bah, vous voyez mes yeux. Disons que... On voit votre vie, ce que vous avez fait, l'âge que vous avez, c'est incroyable d'avoir autant d'activités et d'actualités. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus active aujourd'hui que vous ne l'avez été avant? C'est différent, dans la mesure où avant, j'étais professeur de lettres, et je pense avoir été un bon professeur. Enfin, j'ai fait le métier par vocation quand même. Et donc, en étant professeur de lettres, je sentais en moi que j'étais aussi artiste. Donc l'écriture m'était nécessaire. Et donc l'écriture, je pourrais dire qu'à ce moment-là, je l'ai mis un peu, non même beaucoup, disons, pour mes élèves. Je l'ai donné à mes élèves, puisque j'ai fait des ateliers d'écriture avec eux, des ateliers d'initiation à la poésie moderne, et puis surtout du théâtre, des ateliers théâtre, et je crois que voilà, votre question est intéressante parce que j'étais double à cette époque, c'est-à-dire que j'avais cette vocation, envie de donner, ce que j'ai toujours d'ailleurs, et puis à côté de ça, j'avais envie finalement de me réaliser sur le plan écriture, et ça passait à cette époque, je dirais, par ma poésie personnelle. Donc les tragédies silencieuses, ça a été édité en fin 2020. Voilà. C'est les éditions Baudelaire. C'est ça. Que je remercie d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez voulu partager avec vos lecteurs? Sous les tragédies silencieuses, il y a toute ma connaissance de Carl Gustav Jung, qui remplit bien ma bibliothèque depuis des années. Et c'est vrai que je l'ai lu, je l'ai relu, je le relis d'ailleurs même encore maintenant. Comme tous les écrivains, je regarde, on a tendance à se projeter sur ce qu'on voit autour de soi. Et des fois, dans le métro, par exemple, dans le tram, je vois des gens qui sont très tristes. Quelquefois, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des gens, parce que les gens me font facilement des confidences, qui m'ont confié des choses que j'aurais pas pu soupçonner. D'où les tragédies, d'où le titre, les tragédies silencieuses. Et à partir de là, à partir de cette rencontre, mon imagination a fonctionné et je l'ai mis dans une histoire qui est partie d'eux quelque part, mais qui n'est pas leur histoire. Voilà. L'imaginaire est rentré en ligne de compte. Voilà. Moi, j'ai eu les chances de lire les tragédies silencieuses. Certaines nouvelles, ça fait écho avec des situations qu'on a pu avoir ou dont on nous a parlé, et ça permet parfois de mieux se comprendre ou de mieux comprendre l'autre aussi. Voilà. Qu'on ne soupçonne pas puisqu'il ne parle pas. Exactement. Ou parfois il parle, mais il ne dit pas tout. Voilà, c'est en ce sens que c'est intéressant. C'est finalement un peu notre jardin intérieur, voilà. À tous. Je vous remercie de l'avoir compris comme cela. Il y a aussi le thème du miroir, parce que je reste poète quelque part. Je l'explique d'ailleurs dans le site, le thème du miroir qui parcourt... c'est vrai. Parce que ces gens, finalement, n'osent pas, pour moi le miroir est symbolique, franchir le miroir, c'est régler les problèmes qui nous ont amenés à une certaine situation dans la vie. C'est, disons, dans la réalité qu'on vit. Et donc, j'invite, disons, à travers ça, mes lecteurs à prendre conscience qu'il est intéressant de descendre dans l'inconscient
pour arriver à se libérer, pour arriver à se trouver. Donc passer à travers. Gina et Marilyn. Elles avancent, grimées à l'excès, exhibant avec arrogance les tenues célèbres ou défraîchies de la vedette adulée. Elles marchent en se déhanchant savamment, se contemplent sans cesse dans les glaces des magasins, où elles captent, triomphantes, le reflet de l'idole dont elles imitent la coiffure, la dégaine, le sourire, toujours parfaitement sûres d'elles. Dans la rue, les sifflements sont des louanges à leur beauté, les rires de l'envie, évidemment. Quant au mot grossier de l'automobiliste hilar, c'est la rage d'un dragueur évincé, un pauvre type, quoi. Et leur vie s'écoule devant un miroir menteur. Ondine ou l'Odyssée de la conscience, c'est le texte auquel je tiens plus que tout. Ça restera comme ça jusqu'au bout de ma vie. J'invite le lecteur qui va lire Ondine à repartir pour se trouver du conte préféré de son enfance. C'est dit dans le prologue, ça. Mais moi, je n'ai pas choisi n'importe quel conte. J'ai pris La Petite Sirène d'Andersen parce que c'est celle qui permet de voir se développer maximalement le processus d'individuation dont parle Carl Gustav Jung. Donc ce très long poème, qui dure 40 pages, donc il a un souffle extraordinaire, c'est le cheminement dans l'individuation que chaque individu devrait faire, voilà, mais que bien peu font, et c'est bien dommage. Et le monde irait mieux, surtout le monde actuel, je trouve, si on suivait ce chemin. Donc Ondine, c'est ça, et moi je suis partie de La Petite Sirène, parce que effectivement, je peux parler à fond de tout ce qu'il faut nettoyer dans l'inconscient. Tous les grands archétypes sont là. Donc ce conte, pour moi, c'était une aubaine pour parler de quelque chose que je connais. Et en même temps, une aubaine peut-être pour que des gens se laissent porter et puis s'interrogent sur eux-mêmes. Pour se libérer, parce que, attention, je le dis bien au début de mon site, l'individuation, ce n'est pas l'individualisme. Voilà. Et moi, je trouve que notre société crève de ça, quelque part. Alors, est-ce que vous pouvez... Crève d'individualisme, j'espère que vous avez bien compris. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous l'individuation ? L'individuation, c'est le fait de devenir un individu authentique. Un individu qui se connaît. C'est-à-dire qui s'est libéré de papa et de maman. Ça ne veut pas dire ne pas les aimer, mais pour en garder uniquement ce qui lui convient. Voilà. Je rebondis sur Ondine. Mais ça passe par aussi une grande connaissance des profondeurs de l'inconscient avec les grands archétypes qu'il faut rencontrer forcément. Je reviens sur Ondine. Parce que vous nous avez évoqué le fait d'inviter les lecteurs à partir d'un conte de leur enfance. Là, c'est pour les interroger eux. Hein. Et dans Ondine... Parce que là sont leurs problèmes. Disons que... Et donc, ça les invite déjà à une auto-analyse personnelle. Voilà. Et en fait, dans Ondine, donc vous parlez de la petite sirène, c'est ce que vous dites. Et là, vous ne le dites pas, mais c'est intéressant de le dire, je trouve. C'est que ce que vous avez partagé avec moi, c'est que la petite sirène, même toute petite, elle vous avait interloqué, sans toutes ses connaissances. Oui, mais c'est pas un hasard que j'ai choisi La Petite Sirène. Je suis complètement d'accord. Hein. Voilà. Mais en même temps, je me suis rendu compte que le conte, en plus, avait tout pour le processus d'individuation. Donc... Oui, mais ce que je trouve intéressant... Vous le ferez reformuler pour que ça vienne de vous, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous invitez chacun à repartir d'un conte, et moi ce qui m'avait marqué quand vous m'avez parlé de ça, c'est que alors que vous n'étiez pas encore ouverte, ou en tout cas éduquée, c'est pas le terme, mais en tout cas vous n'aviez pas toutes ces connaissances,
déjà La Petite Sirène, vous avez parlé, et c'est plus tard dans votre vie, vous avez découvert pourquoi c'est ce conte-là qui vous avait parlé. Ben, je vais même vous dire, La Petite Sirène, j'avais un gros volume de contes d'Andersen chez ma grand-mère, et de toute façon, moi, les livres, j'en avais très peu chez moi, parce qu'on était dans un milieu, finalement, qui n'aimait pas lire. Et donc, ça a été une aubaine, les contes d'Andersen, je les ai tous lus, quoi. Mais celui-là, je le relisais tout le temps. Donc déjà, je ne savais pas. J'avais, je sais pas, j'avais 8 ans, je ne savais pas. Et par contre, ce qui m'avait interpellée dans ce conte d'Andersen, c'est que je n'acceptais pas la fin. Voilà. Or, la fin de La Petite Sirène, c'est le moment où elle a accès, dans Ondine ou l'Odyssée de la conscience, où elle a accès véritablement à son individuation. Alors, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, j'étais loin d'être individuée. Mais donc, ça, je ne pouvais pas le lire. Voilà. Et donc, ça a été très intéressant de le revisiter avec ses connaissances liées au processus d'individuation de Carl Gustav Jung, parce que ce processus d'individuation, il a des étapes. Et donc, et après, je me suis aperçue en tant qu'adulte que effectivement toutes les étapes étaient là. Voilà, ça a été une révélation, et donc c'est pour ça que j'avais besoin de le dire, de l'écrire, et de l'écrire en poète. Je ne pouvais pas le faire autrement, parce que le symbolisme pour un poète, c'est très important. Le symbolisme en psychologie, c'est aussi important. Donc tout concordait pour moi, disons que je pouvais réunir la pensée de Carl Gustav Jung, en fait ce qu'il avait trouvé d'important, parce qu'il a été très très courageux quand il a affronté lui-même son propre inconscient. Donc ça, ce poème, à la limite, je pourrais presque lui dédier, parce que sans lui, Bruno Bettelheim ne m'aurait pas suffi. Voilà, c'est vraiment l'Odyssée de la conscience. De toute conscience, hein, de toute façon. Et je me suis lancée dans quelque chose que j'ai jamais fait. Ouais. C'est-à-dire une espèce de petite thèse, hein, j'appellerais ça plutôt un essai, donc sur Arthur Rimbaud, mais ça demande beaucoup de recherche. Ça concerne La Saison en Enfer. C'est une autobiographie unique. Justement, à cause de l'authenticité. Et en même temps, et là j'en dirai pas plus, j'en montrerai tout le génie. C'est un peu ça ma thèse. Ce que je pourrais en dire surtout, c'est que c'est une autobiographie extraordinaire, où il ne pose pas, comme beaucoup de gens qui écrivent leur mémoire, où il ne déforme pas. Nous sommes dans une authenticité totale. Voilà. Et c'est ça qui me plaît. Pour lui, c'est quelque chose d'important, parce que ça annonce son départ de la littérature. Voilà. Alors moi, j'ai la chance de vous connaître en dehors de cette interview. Et je sais que Arthur Rimbaud, c'est une grande histoire d'amour entre vous deux. Ah, ça c'est sûr. Puisque ce fut un choc pour moi en 4e, quand j'ai entendu Le Dormeur du Val pour la première fois. Et là, oui, un choc émotionnel. Et il m'a lancé pas dans l'écriture poétique tout de suite, mais il m'a lancé dans la lecture de la poésie. Voilà. Et après l'écriture est venue. Et vous avez, parce que vous lisez beaucoup, il n'y a jamais un autre auteur ou poète qui vous a transpercé comme... Non, parce que à partir de lui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Rimbaud, c'est un grand novateur en poésie. En fait, sans Rimbaud, moi je pense qu'il n'y aurait pas eu le mouvement surréaliste. Donc quand je suis arrivée en faculté, c'est toute la poésie moderne qui m'a intéressée. Et en particulier Apollinaire d'abord. Mais il n'y aurait pas Apollinaire peut-être sans Arthur Rimbaud. Et après, toute la poésie surréaliste qui est basée sur l'étude du rêve, l'étude de la folie, enfin des choses finalement que Rimbaud a finalement appréhendées.